Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, merci. Gildas Adjakoto pour le premier volet donc de cette édition. Alors, si peut-être vous êtes toujours resté enfermé dans votre chambre jusqu'à présent et vous ne savez même pas ce qui se passe au dehors, mais vous nous écoutez, alors prenez soin, prenez toutes les dispositions d'avoir peut-être un parapluie à côté quand vous devez sortir parce qu'il pleut actuellement sur toute la capitale togolaise. Depuis le 20 décembre, les Togolais étaient allés aux urnes. Disons le 20 décembre, les Togolais étaient allés aux urnes pour élire les 91 députés. Ces 91 députés proclamés provisoirement par la CENI ont été confirmés le 31 décembre par la Cour constitutionnelle que préside M. Abdou Assouma. Et parmi eux figure bel et bien M. Jerry Komandega Atama, qui est le président national du NET, député élu dans l'Est Mono. Alors, il est ce matin avec nous, M. Jerry Tama, honorable député, bonjour. Bonjour. J'espère que vous portez très bien. Avec cette pluie, on se porte très très bien. Et sinon, ça se laisse voir déjà sur vous parce que je vois votre manche longue griffée nette. Pourquoi ? Parce que nous sortons d'une campagne et que nous sommes aujourd'hui très fiers, encore plus fiers qu'hier d'avoir eu nos couleurs et notre identité. Vous avez été plusieurs fois reçu ici même sur Victoire FM avant même la tenue, plusieurs mois avant la tenue du scrutin et pendant la campagne et aujourd'hui. Vous êtes élu député. Paris gagné ou bien objectif atteint? Objectif à moitié atteint parce que vous savez, le 27 juillet 2017, le NET a fait un congrès où nous avions comme l'un de nos 3 objectifs rentrer à l'Assemblée avec 5 députés. Aujourd'hui, nous sommes avec 3. Donc notre objectif est à moitié atteint, mais nous avions, en parlant de 5 députés, dit qu'il était quand même temps, après l'expérience de 2013 et de 2015, que le NET quand même prenne une marque au-dessus en devenant un parti parlementaire. Et là, sur ce plan-là, oui, nous avons atteint notre objectif. Nous sommes aujourd'hui un parti parlementaire. Et comme vous l'avez si bien présenté dans votre introduction, nous avons même l'opportunité de diriger un groupe parlementaire. Donc là-dessus, nous avons atteint même notre objectif au-delà, parce qu'on n'imaginait pas à l'époque quand on parlait d'avoir 5 députés à l'Assemblée que les circonstances permettraient de diriger un groupe parlementaire. Donc oui. Alors, quel a été le secret de manière très brève? Non, je crois que le secret réside dans l'anticipation. Depuis une année, nous, on s'est mis au travail pendant que peut-être d'autres formations politiques parlaient de non-organisation d'élections, de départ immédiat de M. Fonya Singé. Nous, comme des fourmis, nous travaillons sur le terrain. Et nous avons présenté 13 circonscriptions sur les 30 que contenait qu'avait la CENI, parce que le dispatching c'est sur 30 circonscriptions. Et bon, du coup, on a eu 5 députés sur les 13 et 3 députés sur les 13. Oui, ça peut être quand même assez intéressant. Mais moi, je pense qu'il y a une autre variable qui est très importante dont on ne parle pas suffisamment. C'est que le NET a eu 5% de l'électorat. Vous avez eu 5%, 5% de l'électorat. De l'électorat. Donc ça, c'est... Moi, je m'attarde beaucoup plus sur les 5% de l'électorat, qui est quelque chose de plus significatif que sur les 3 députés, même si les 3 députés sont quelque chose d'assez important. Mais je retiens quand même que pour une élection, nous étions présents dans 13 circonscriptions sur 30. Dans les 5 régions, certes, nous avons quand même réussi à avoir 5% de l'électorat, ce qui veut dire que quasiment dans toutes nos circonscriptions, nous avons fait des résultats, ce qui, en les combinant, nous permet d'avoir les 5%. Donc, s'il y a une grande satisfaction à avoir, c'est beaucoup plus ces 5% de l'électorat sur lesquels on peut... En termes de suffrage que vous avez obtenu à l'issue de toute l'élection. Voilà, sur lesquels on peut capitaliser pour le futur. Oui, mais quand même, est-ce que le boycott, disons, la non-participation de la C14 à cette élection vous a plus ou moins favorisé aussi? Je ne crois pas. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes présentés en dehors de Lomé, nous sommes présentés dans des endroits où nous avions de toute façon prévu, avec ou non la participation à la C14, nous avions prévu une éventuelle victoire. Quand vous voyez le Bassa, il n'y avait pas, en dehors de ce qui s'est accéléré au dernier moment avec la décision de la députée de Surso Togo de se rallier à l'ADI.
eh ben, c'était quand même un indépendant qui était à Bassar, à S-Mono. C'était M. Dumoré qui n'est pas de la C14 et uniquement à Lomé, on peut dire que à Lomé, mais à Lomé les débats ont toujours été ouverts eu égard au nombre de députés, donc nous ne pensons pas que la participation non de la C14, quand vous prenez les 3 endroits où nous avons gagné, c'est des endroits où nous nous sommes présentés traditionnellement, c'est des endroits où notre résultat reflète le travail qui a été fait durant 2 ans, depuis 2016, et en réalité, je ne pense pas que ça aurait été différent que la C14 y participe ou pas. Maintenant, je ne dirai pas la même chose pour les autres partis puisque je ne suis pas comptable de cela. Ici, vous êtes net, voilà. vous représentez le net. Mais quand même, M. Djelit, encore répondez-vous à ceux qui estiment que les députés de la 6e législature ne sont pas issus de la libre expression de la population dans les urnes, mais plutôt, ils ont été nommés. Ben, je trouve qu'il y a une incompatibilité d'abord à parler de députés nommés. Un député est un élu. Donc on ne peut pas parler de député nommé. C'est-à-dire qu'il y a, sur le plan linguistique, une antinomie, il faut qu'il trouve autre chose. Hein, parce que quand on dit un député nommé, ça n'a pas de sens. Maintenant, après, vous savez, moi, je suis un légaliste. Je suis un politicien qui agit dans le cadre des institutions. Je reconnais qu'il y a une élection à laquelle certaines personnes ont décidé de participer, d'autres personnes ont décidé de ne pas participer, tout à leur loisir, à leur volonté. Il y a un organe de régulation et d'organisation des élections qui est l'ANTCENI, reconnu par toutes les institutions, qui a proclamé des résultats. Il y a un autre organe, une institution qui est la Cour constitutionnelle, qui proclame les résultats définitifs. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, vous avez une Assemblée nationale. Elle va agir, contrôler l'action du gouvernement, légiférer. Et ceci dans l'intérêt de tous les Togolais, qu'ils aient participé ou non aux élections. Donc c'est tout. Là, c'est légal. C'est légal. Oui, mais est-ce que ça souffrirait un peu? Ça ne souffre pas de légitimité? La légitimité est avant tout subjective. C'est-à-dire que là où je suis, je peux considérer que vous êtes un bon journaliste ou mauvais. Ça, c'est mon avis. Mais ce qui vous met devant votre micro, c'est votre légalité, c'est votre autorité, c'est la direction de votre radio qui vous met de votre micro. Maintenant, si je vous considère comme un mauvais journaliste, je ne viens pas. Ça, c'est mon problème. Donc, ceux qui considèrent que nous ne sommes pas légitimes, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais comment expliquez-vous le fait que l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Abbas Bonfo, ait récusé, rejeté l'élection de votre candidat, disons le candidat du net dans le Bassar? C'est son problème. Comme je l'ai dit, CENI, Cour constitutionnelle. Donc, il y a une proclamation de résultats par la CENI. Il y a eu des contestations. Vous avez remarqué que des recours ont été faits en ce qui concerne, par exemple, le siège de Vaud pour le parti MPDD. Et la Cour constitutionnelle l'a donné. Ben, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la politique est une chose très sérieuse qu'on ne peut pas uniquement consacrer à nos zygomatiques et à nos humeurs. On ne peut pas se permettre de dire, bon, quand je me lève le matin, quand je suis content, j'écris quelque chose sur ma page ou ainsi de suite. Mais je suis libre d'écrire ce que j'écris sur ma page ou sur mon compte Twitter. Mais maintenant, comment est-ce que je le traduis dans la réalité, dans le fonctionnement des institutions, c'est de faire un recours. Si un recours qui est fait en ce moment-là, la Cour constitutionnelle, comme elle a pu le démontrer en ce qui concerne le recours de Vaud, en réalité, dans son droit. Maintenant, après, on peut ne pas être content des résultats d'une élection. Je peux vous dire que j'aurais pu écrire beaucoup de choses sur les résultats de ces élections, mais je ne le fais pas parce que je considère que ces récriminations jérémiades n'entrent pas dans le cadre de l'action de l'homme politique que je suis. Peut-être vous en avez eu pour votre compte déjà, c'est pourquoi vous vous êtes tué. Non, pourquoi? Vous savez, ou bien ce sont des jérémiades inutiles? Non, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Si je peux apporter les preuves, comme l'UFC l'a fait en ce qui concerne le cas de Vaud, oui, j'apporte les preuves et puis j'emporte la décision. Oui, mais quand même, M. Abbas Bonfo n'est pas quand même quelqu'un de une moindre personnalité dans ce pays. Et puis, vous-même le savez, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été président par intérim. Et s'il hausse le ton, pas hausser le ton, mais s'il porte des réserves vis-à-vis donc de l'élection de votre candidat, vous ne voyez pas quand même que il y a peut-être anguille sous roche. Non, ce qui me rassure, c'est que M. Abbas Bonfo vive encore. Et ce qui serait bien, vous êtes un journaliste téméraire, c'est peut-être lui tendre le micro pour qu'il étaye un peu le sens des accusations qu'il a portées. Nous aurions pu, dans ce genre de confrontation, nous aussi porter plainte pour des accusations qui étaient, pour le dire,
il faut absolument le dire maladroite, mais nous considérons que nous travaillons pour le pays et que toute contestation doit se faire dans le cadre des institutions telles que les prévoit notre Constitution en saisissant la Cour constitutionnelle. À partir du moment où ça n'a pas été fait, je le dis encore, rien n'empêche un citoyen, même un ancien chef d'État qui peut-être n'est pas content des résultats définitifs d'exprimer sa position, mais je pense que pour le président de la République et surtout le président de l'Assemblée nationale il connaît les voies de recours et il était entièrement fondé de les saisir. Voilà. Revenons donc à l'Assemblée nationale où vous êtes. Une dame au perchoir. En tout cas, c'est vous, les élus du peuple de la 6e législature, qui avez fait cet exploit, une première dans l'histoire du Togo. Oui, c'est très bien. Oui, qu'est-ce qui a motivé cela en réalité? Non, je pense que, vous savez, il ne faut pas non plus qu'on se gargarise de grandes victoires. Nous ne sommes que 3 à l'Assemblée. Je ne pense pas que notre vote à nous tout seuls aurait permis à Mme Tchegan de siéger, mais je pense et toujours considéré que les femmes étaient sous-représentées dans les instances décisionnelles de notre pays et que la deuxième personnalité politique du pays, le deuxième personnage du pays soit une femme. Moi, j'en suis particulièrement fier. Je suis fier d'avoir contribué à ce vote-là. D'abord, c'est une femme, même s'ils ne sont pas de même bord politique, je pense que c'est une femme capable qui a un parcours assez exceptionnel. Et quand il s'est trouvé quand même que les députés apportent leur choix, je pense que c'est avec beaucoup d'émotion, de responsabilité que j'ai apporté le choix pour cette dame-là. Mais vous avez vu quand même que le bureau, à peu près en vertu de l'article 8, dit toujours que le bureau doit respecter la configuration de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu que systématiquement à tous les postes, il n'y avait qu'un seul nom. Dans ça, il y a eu des discussions antérieures qui sont faites, mais en tant que président du groupe parlementaire, j'ai donné ma rencontre tout de suite parce que je pense quand même qu'il est temps que les femmes montrent réellement leur valeur dans ce pays, pas uniquement dans les marchés, dans nos maisons, dans le commerce, dans les associations, mais je crois que les femmes doivent être plus présentes dans les arènes politiques. Parce que vous imaginez, sur 91, elles sont que 15, c'est pas suffisant. Elles sont nous sommes encore très loin de la parité. Donc, qu'on puisse, par l'exemple, mettre une femme pour peut-être inciter les femmes lors de la législature prochaine à mieux, c'est rentrer dans la politique. Je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on pourrait faire à cette catégorie de notre personne, de notre société, qui, comme je l'ai dit, est sous-représentée dans Donc, à cœur joie, vous avez voté Mme Tchegan Yawa la dernière fois. Oui, bien sûr. Et oui, suite quand même à des tractations, des discussions en interne. Bien sûr. Alors, mais comment avez-vous pu vous permettre de modifier l'article 9 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en contradiction avec l'article 54 de la Constitution de 1992? Pourquoi je dirais entre guillemets, cette bêtise? Je rappelle d'abord, non, pas une bêtise, attention. Il faut respecter les députés. J'ai dit entre guillemets. Oui, mais même entre guillemets, bref, c'est pas grave. Disons qu'il y a peut-être un déficit de communication. La commission spéciale qui a été mise en place, à laquelle je participais, n'a pas modifié que l'article 9. Il y a une dizaine d'articles qui ont été modifiés, y compris l'article 9. Et je l'ai expliqué quelque part que l'une des raisons qui ont expliqué cette tentative de modification de l'article 9 était que dans la législature précédente, vous savez que le bureau était composé exclusivement des députés de UNIR. Parce que les discussions, il y avait moins d'ouverture qu'aujourd'hui, je dois l'avouer, et les discussions n'avaient pas permis à l'opposition parlementaire de rentrer dans le bureau. Parce que, en réalité, ils voulaient des jeux qu'on ne leur a pas donnés, ils ont dit ils ne rentrent pas. Mais avec le temps, progressivement, en fait, les gens ont dit, finalement, on peut quand même s'arranger. Et l'article 54 prévoyant que le mandat du président du bureau couvre la période de la législature, il ne pouvait pas le faire. Donc, en réalité, la tentative, c'est que du moment où, dans l'article 54, on dit, en plus de la durée de la législature, mais dans les conditions fixées par le règlement intérieur, il nous a semblé qu'on aurait pu essayer de contourner la limitation rigide des 5 ans en prévoyant que toutes les années, éventuellement, au besoin, on pourrait remplacer les membres du bureau dans la législature dans les 5 ans. C'était une tentative. Parce que
du moment où on faisait appel au règlement intérieur, Oui. nous sommes dit que peut-être les juges de la Cour constitutionnelle accepteraient éventuellement de faire cette ouverture. Parce Oui, que, mais parce est-ce que vous, ça dit que vous ne saviez pas que c'est en contradiction flagrante même de l'article 54? Non, mais c'est ce qui fait que le débat sur cette question-là, Oui. vous pensez bien, vous me connaissez depuis quelques années, je suis juriste comme beaucoup de personnes dans cette commission, nous sommes en mesure de lire un article. Je dis très bien que l'article 54 précise que le président du Sénat de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Oui. Et que du moment où nous avions la possibilité de modifier les règlements intérieurs, nous nous sommes dit que pour régler ce problème-là qui s'est passé sur les législatures précédentes, nous allions tenter de dire du moment où même la limitation annuelle pour la période de la législature, que le juge constitutionnel pourrait éventuellement comprendre l'esprit qui a animé cette tentative de modification. Et c'est ça qui traduit en réalité le bon fonctionnement des institutions. Nous avons tenté et la Cour a rejeté, tout simplement. Et donc, vous attendiez à ce qu'on ait 5 présidents en 5 ans à la tête de l'institution? Non, justement, vous savez, oui. la limitation annuelle du mandat des présidents de bureau, c'est pas le Togo qui l'invente. Au Sénégal, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il y a beaucoup de pays qui l'expérimentent, mais c'est juste une possibilité, une éventualité. Aucune assemblée ne irait renouveler son bureau toutes les années. Jamais. C'est juste le fait de dire si pendant la durée de la législature, il y a des circonstances particulières qui nécessitent un renouvellement, au lieu de faire appel à l'article 15, qui est plus sanctionnant. Parce que dans l'article 15, démission ou censure, et la censure elle est violente psychologiquement, nous nous sommes dit, écoutez, si on arrive à préserver cette possibilité, ça ferait en sorte que, mais si vous avez une majorité, vous n'allez pas changer de président toutes les années. Oui, mais parce quand que même, la censure ne tombe pas tout droit. C'est suite à des événements. La censure est une sanction. Maintenant, le fait, pour éviter la sanction, s'il y a une rotation, la rotation ne veut pas dire que toutes les années vous élisez un nouveau président de l'Assemblée. La preuve est que dans les pays où ça existe, ils n'élisent pas un nouveau président toutes les années, ça ne sert à rien. Parce qu'on fragiliserait le fonctionnement de l'Assemblée, ne serait-ce que ça. Je ne veux même pas parler du côté budgétaire. On fragiliserait le fonctionnement de l'Assemblée. Quelle Assemblée peut se permettre d'avoir un président qui sait qu'il a juste une année à faire? Non. Donc ce n'était qu'une éventualité. Ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle, c'est très bien. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, dont on dit qu'elle est complètement assujettie à un certain pouvoir, a la capacité de dire le droit. Pour moi, c'est une bonne chose. Et donc, si tel est le cas, selon le net, aujourd'hui, prenez besoin, si on doit réformer les institutions, de retoucher la Cour constitutionnelle? Non, écoutez, nous sommes très favorables à la proposition de l'expert qui a été entérinée par la commission de loi, d'avoir une Cour constitutionnelle avec une composition revue. Nous y sommes entièrement favorables. Vous savez, nous avions fait une proposition à l'époque en février 2018 sur la composition de la Cour constitutionnelle. Pour nous, on peut revoir sa composition. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de problème. C'est aberrant même d'ailleurs de continuer à dire le Sénat vote 3 représentants de la Cour constitutionnelle, alors que nous savons que pour le moment, nous n'avons pas de Sénat. On n'a pas de Sénat. Alors, vous avez fait beaucoup de promesses aux Togolais sur le plan social, notamment s'ils portaient leur choix sur vous, c'est-à-dire si vous élisent à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes président du groupe parlementaire. Est-ce que nous pouvons sous-entendre que les choses sérieuses commencent? Écoutez, actuellement, l'Assemblée, il faut, après avoir mis en place le bureau et les groupes parlementaires, il faut mettre en place les commissions avec les présidents de commission. Et puis, après, commencer vraiment le vrai travail. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale peut à loisir décider avant son entrée solennelle en avril, mettre en place une session extraordinaire, par exemple, pour voir la question des réformes constitutionnelles. Nous sommes très favorables parce que nous pensons qu'on n'est pas obligé d'attendre le mois d'avril. Mais maintenant, après, comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale, c'est toute une équipe et c'est l'équipe qui décide ensemble. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une urgence, c'est la réforme constitutionnelle et qu'on ne doit pas attendre éventuellement le mois d'avril pour ouvrir le dossier des réformes constitutionnelles, parce que ça fait partie de nos promesses de campagne. Il faut faire ces réformes-là pour mettre le pays sur les rails définitivement, parce que depuis 2006 qu'on est dans cette histoire, ça fait maintenant 13 ans qu'on parle de réforme constitutionnelle avec la PG. Donc je pense que ça fait partie des priorités. Les élections locales,
Nous avions, lors de notre déclaration à l'Assemblée nationale tout récemment, après le passage de la déclaration de politique générale du Premier ministre, insisté lourdement sur les élections locales. Nous les souhaitons déjà au mois d'avril, pour faire en sorte que ces deux réformes-là, qui sont des réformes politiques très importantes, mettent définitivement le Togo sur les rails. Donc voilà, ça fait partie des points les plus importants sur lesquels nous voulions travailler avant même d'aborder autre sujet à l'Assemblée nationale. Oui, voilà, par rapport donc à cette loi rejetée par la Cour constitutionnelle, cela a été voté par l'ensemble des députés comme une lettre à la poste. L'élection donc du bureau passée comme une lettre à la poste. Et également la déclaration de politique générale du Premier ministre, passée aussi comme une lettre à la poste avec 89 députés présents la dernière fois. Alors, est-ce que tout cela ne traduit pas, permettez le signe d'un groupe dont les membres seraient privés de parole et d'objection par rapport à certains dossiers qui parfois ne peuvent ne pas avoir l'assentiment de tout le monde tout de suite? Écoutez, si vous parlez par exemple de la séance du passage du Premier ministre à l'Assemblée, si vous étiez ou s'il y a des journalistes qui ont été, vous pouvez quand même noter que les questions les plus embarrassantes ont été posées par ma personne. Et qu'à aucun moment, je n'ai donné l'impression, nous, les députés du groupe Net PDP, n'ont donné l'impression d'être brimés ou d'avoir l'impossibilité de prendre la parole. Et la liberté de ton que j'ai eue depuis 2012, je suis rentré en politique, je l'ai toujours et je l'ai expressement développé lors de la salle. Donc non, il n'y a pas de brimade, il n'y a pas de couvercle mis sur la liberté de ton des députés. Maintenant, après, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Une fois que nous avons émis nos réserves et que ces réserves sont prises en compte par le Premier ministre, quel est l'intérêt de voter contre? Sachant de toute façon que votre vote n'empêchera pas d'avoir la majorité, ça ne sert à rien. Et vous ne risquez pas d'être dans ce schéma tout le temps? Non, parce que, écoutez, moi j'ai... Même votre vote qui serait contre ne modifierait pas en profondeur. C'est pourquoi vous avez été sollicité. Non, écoutez, moi j'ai envie de faire passer la plupart des lois que je vais pouvoir initier à l'Assemblée. Je sais que ces lois-là ne passeront pas tant que je n'ai pas l'adhésion de la majorité. Et donc, il vaut mieux commencer par baliser le terrain, pouvoir composer avec ceux qui ont la majorité, discuter avec eux. Et maintenant, chaque fois que la discussion préalable, parce que vous savez, beaucoup de discussions de couloir se mettent en place à l'Assemblée, chaque fois que la discussion préalable ne pourra pas prendre, là, nous voterons contre, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai dit, nous avons soulevé, si vous permettez rapidement ici, de soulever les trois mesures que nous avons dites. Nous avons parlé des réformes constitutionnelles. Oui. Dans quelques jours, nous n'avons pas de jours pour les réformes constitutionnelles, les législatives et les locales plutôt pour le mois d'avril. Et nous avons insisté sur la redevabilité des ministres. Que les ministres rendent compte de leur action. Et que les ministres communiquent davantage et que le peuple togolais sache ce qu'ils font. Et quand ils le font mal, qu'ils aient le courage de démissionner. Et ça, c'est des discours que vous n'aviez peut-être pas. Et le Premier ministre vous a promis quoi? Il a pris compte. Et on verra l'usage. On ne va pas commencer à, comment on appelle ça, tirer sur la caravane alors qu'elle n'a pas encore commencé à démarrer. Mais nous avons insisté aussi, si on vous a rapporté les minutes de ces échanges-là, nous avons insisté beaucoup sur le fait que, en réalité, ce programme-là ne se projetait que sur 15 ou 16 mois parce que il y aura des élections présidentielles en 2020 et élections présidentielles pendant lesquelles les forces démocratiques espèrent aussi pouvoir ravir la vedette au parti au pouvoir et prendre le pouvoir. Donc voilà, c'est dans le juste travail des choses. Nous, opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, va sans aucun doute essayer de barrer le chemin à unir pour l'exécutif et unir de bonne guerre d'ailleurs, essaiera aussi de prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe partout. Et nous considérons que une fois que nos observations ont été prises en compte, pas de bravitude, c'est bien de dire ouais, on vote contre, c'est joli. Mais ça sert à Mais au fond, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Oui, mais quand même, est-ce que vous-même, en âme et conscience, vous pensez que vous faites poids face aux membres du gouvernement actuel pour pouvoir les interpeller sur des questions assez pointues? Je ne veux pas me prononcer tant que je n'aurai pas encore fait. Le Premier ministre a engagé qu'il mettra toujours à disposition ses ministres chaque fois que nous en ferons la demande.
Et nous allons le fatiguer en fait de la demande parce que je pense que la redevabilité veut que régulièrement les ministres viennent au minimum parce qu'ils ne sont pas souvent très communicants comme les sollicités. Au niveau de la presse, on le sait. Donc la redevabilité veut au moins qu'ils viennent au niveau de l'Assemblée et qu'on les cuisine un peu pour savoir ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Donc nous essaierons de le faire. Ça fait partie de nos prérogatives. Mais ce que je dois aussi noter, c'est que je ne sais pas, ça, on vient juste de commencer, mais pour le moment, on arrive quand même au niveau des députés uniquement à avoir suffisamment de contacts qui sont très positifs avec les députés d'UNIR, même si sur le fond, nous n'avons pas les mêmes visions, les mêmes idéologies. Je pense qu'il y a une convergence d'opinion en ce qui concerne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour le pays. On espère que ça va continuer. Mais ce n'est pas quand même dans une sorte de copinage. Non, du tout. C'est pour ça que je dis, quand vous prenez le centre de l'intervention que j'ai faite à l'Assemblée, nous n'étions pas là pour caresser le Premier ministre dans le sens de Paul. Nous étions là pour lui dire les choses telles que nous pensons. Et ce n'était pas non plus pour bluffer? Non, pourquoi? Je pense que l'Assemblée nationale est une chose trop sérieuse pour qu'on y aille bluffer. Il est important qu'on puisse parler au nom de ceux qui ne sont pas justement à l'Assemblée nationale et qui souvent n'ont pas accès à ces grands comités d'État qui sont, malheureusement, je trouve, qui ne communiquent pas assez. Donc là où ils ne peuvent pas venir peut-être ici, m'asseoir à votre place et communiquer, nous on peut leur faire parler là et puis comme nous sommes beaucoup plus accessibles, vous pouvez nous inviter pour qu'on puisse parler indirectement à leur nom ici. Est-ce qu'il y a déjà des contacts en catimini par rapport aux réformes? Puisque, entre-temps, au lendemain donc, du scrutin, nous vous avions reçu ici au téléphone. Vous nous disiez quand même que votre souhait serait que d'ici fin mars, les réformes soient opérées. Non, sur le calendrier de l'Assemblée nationale, maintenant, il faut mettre les commissions. Elles ne sont pas encore mises en place. Une fois qu'elles ont été mises en place, je suppose que la commission des lois va hériter du dossier de l'ancienne commission des lois et à partir de là, le travail se fera en commission et c'est en ce moment-là qu'on verra si on peut avoir des convergences de point de vue. Pour le moment, on ne peut rien dire parce que on ne sait même pas encore qui est dans cette commission. Mais je pense quand même que l'ensemble des Togolais, l'ensemble des députés de la majorité, comme de l'opposition, sont convaincus qu'il faut rapidement aller à des réformes constitutionnelles pour libérer en réalité l'esprit des Togolais de cette contingence-là et s'occuper d'autres choses. Il y a énormément de lois sociales. Il faut que, comme on l'a dit, les députés légifèrent, mais surtout contrôlent l'action du gouvernement pour faire en sorte que ce qui est déjà, vous savez, au Togo, le problème, c'est pas un problème de texte. Nous avons beaucoup de textes, c'est leur application. Des très beaux tests. Voilà. Donc, pour faire en sorte que les textes et leur application et que ceci soit dans le bénéfice des peuples togolais. Mais Monseigneur Philippe Fanoko Podro n'est pas totalement d'accord avec l'Assemblée nationale actuelle et il dit que cela ne reflète pas, autant pour moi, toute la représentation nationale et que vous n'auriez pas probablement les coups de franche afin de pouvoir faire les choses et résoudre la crise. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit où la liberté d'opinion est consacrée. Je respecte beaucoup l'avis de Monseigneur. Tout ce que je lui dirais tout simplement, c'est de nous donner le temps et on verra exactement si le travail de cette législature sera meilleur, si le rendement de l'opposition parlementaire sera meilleur à celui de l'année dernière. Je note déjà que dans cette première législature, l'opposition parlementaire présente dans le bureau, ce qui n'était pas le cas. Et ça veut dire qu'il y a de meilleurs contacts. Et j'espère que vous avez un vice-président, un questeur, un secrétaire parlementaire qui sont de l'opposition parlementaire, qui vont peser sur les décisions. Je suppose qu'on a déjà 2 groupes parlementaires qui sont de l'opposition et un de UNIR. La UFC et puis NET et PDP, c'est ça? Voilà, et ensuite on verra par rapport aux commissions. Donc ça veut dire que à la conférence des présidents, il y aura plus de responsabilités. On verra tout simplement. Je ne veux pas vendre la lousse avant l'avoir tuée, la peau de lousse avant l'avoir tuée. Peut-être même à la limite au bout d'une année on peut commencer à juger notre efficacité. Je ne dis pas qu'on sera efficace, mais je dis qu'on fera tout pour être efficace. Oui, donc là on dirait vous avez une sorte d'épée de Damoclès sur votre tête aujourd'hui par rapport aux réformes. Oui, non, c'est un engagement. Je pense que tout le monde aujourd'hui... Puisque Monseigneur Podro le réclame également, il invite instamment à la réalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Oui, mais bon, maintenant, il faut savoir ce qu'il veut. S'il considère que nous avons la légitimité, il nous laisse faire les réformes. S'il considère que nous n'avons pas la légitimité, il confie la réalisation des réformes à une autre entité. S'il pense que nous avons la légitimité, que nous pouvons faire les réformes, en ce moment-là, il ne nous conteste pas cette légitimité-là, il nous laisse faire les réformes, c'est ce que nous voulons faire. Parce qu'on ne peut pas faire une chose de son contraire. Soit l'Assemblée a la légitimité, la légalité là déjà.
et elle fait les réformes, ou bien alors on n'a aucune légitimité, alors il faut aller demander à une autre assemblée qui aurait éventuellement la légitimité de faire les réformes. Ce que je dois dire aussi, c'est que, écoutez, aujourd'hui, durant les 5 ans à venir, cette assemblée-là va produire des lois et ces lois-là vont s'imposer aux Togolais. Parce que c'est l'Assemblée nationale du Togo. Et ce que moi je demande, mais je le dirai sans aucun doute en conclusion, c'est justement que les Togolais alimentent les députés qui sont ouverts comme nous, en idées, en propositions, en informations, pour qu'on puisse être efficace à l'Assemblée. Parce que il n'y a pas d'autre Assemblée. Il n'y a qu'une seule éventualité, c'est que, écoutez, si en 2020, quelqu'un d'autre gagne les élections, qui puisse éventuellement dissoudre l'Assemblée. Mais ça, c'est... Et organiser des élections législatives anticipées. Voilà, et ça ne pose pas de problème. Oui, mais quand même, M. Djeri Tama, en ami conscience, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette élection et cette nouvelle législature, la crise togolaise est résolue? Non. Parce que depuis les années 60, la crise togolaise n'a jamais été résolue. Il y a un problème qui est au Togo, c'est que certaines personnes considèrent que tant que nous n'avons pas le pouvoir, mais des deux côtés, hein, des deux blocs, tant que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, c'est que le pouvoir est usurpé. Donc tant qu'on sera dans cette configuration, la crise togolaise sera toujours persistante. Demain, si l'opposition, que ce soit Djeri Tama ou quelqu'un d'autre, prend le pouvoir des mains d'unir, et je suis sûr que beaucoup de députés ou bien politiciens d'unir vous diront que le pouvoir est usurpé. Donc voilà, il faut une maturité. Hein, il faut que les hommes politiques deviennent réellement des hommes d'État pour qu'on comprenne que quelle que soit la personne qui est au pouvoir, c'est le Togo qui gagne. Ah oui, c'est le Togo qui gagne. Mais malheureusement, au Togo, pourquoi considère-t-on que si c'est X qui est au pouvoir et ce n'est pas Y, il y a problème parce que c'est moi, normalement, qui doit être là-bas et non l'autre? Il faut aller rechercher dans notre histoire. D'accord, et nous allons revenir tout à l'heure après la pause. Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio avec notre invité, le président du groupe parlementaire NET PDP à l'Assemblée nationale. Il est également président national du Nouvel Engagement togolais, M. Djeri Tama. Ce qui fait couler la salive et l'encre ces temps-ci, c'est cette affaire du franc CFA. Et c'est l'Italie qui épingle la France d'appauvrir les pays africains, y compris mon pays, le Togo, à travers cette affaire de franc CFA. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, bon, d'abord, c'est que je considère que ce sont des luttes entre puissances. L'Italie savait depuis longtemps que le franc CFA existait. Aujourd'hui, on a un parti qui est plutôt considéré d'extrême droite, qui est monté en puissance en Italie et qui aujourd'hui considère que la France est responsable du flux migratoire. Voilà. Mais moi, j'ai fait une sortie là-dessus. D'abord, il faut considérer 3 éléments. Le premier élément, c'est que le franc CFA, c'est 14 pays sur les 55 en Afrique. Les 14 pays représentent à peu près 14% de la population africaine. Donc, ce n'est pas uniquement le franc CFA et les 14 pays qui représentent l'ensemble de l'Afrique. Ce que veut dire, quand vous prenez les pays qui envoient le plus grand nombre d'immigrants en Europe, le premier c'est le Nigeria, vous avez après le Soudan, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la Gambie, vous avez l'Érythrée, et sur les 7 que je vous ai cités, vous en avez 2. Je ne suis pas en train d'attention parce qu'il faut, sur le franc CFA, il faut être très mesuré. Je ne suis pas en train d'apporter mon onction au franc CFA. Je pense que plus de 60 ans après les indépendances, il n'y a pas de raison à ce que l'île monnaie africaine soit arrimée au trésor français. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous fassions comme beaucoup d'autres pays, que nous ayons notre propre monnaie, encore que vous allez même trouver que la plupart des États qui ont leur propre monnaie finissent par les imprimer même dans les pays européens ou chinois. Donc quand on parle de souveraineté, il faut parfois le nuancer. Mais il n'en reste pas moins que l'accusation, elle est sur ces 2 points-là que je vous ai présentés fallacieuse. Parce que Non, il s'agit ici d'une récupération que l'Italie devrait faire. Parce que, je le dis, il y a 14 pays sur 55. Oui. Et donc, ça fait à peu près 25% des pays africains qui utilisent le franc CFA. Donc, 25% ne représentent même pas la majorité. Et en termes de population, ça fait 14% de la population africaine qui utilise le franc CFA. C'est encore très bas. En termes de PIB, ça fait 12%. C'est-à-dire que les 14 pays ne représentent que 12% du PIB de l'Afrique. Donc 12% de PIB Afrique ne peut pas être considéré comme
le seul élément qui contribue à la paupérisation de l'Afrique. Oui, mais vous êtes d'accord quand même que les pays africains, notamment de la zone franc, puissent avoir leur propre monnaie? Oui, bien sûr. Je pense que ce qu'il faut qu'on se dise... Oui, mais qu'est-ce qui va pousser à en arriver là? Aujourd'hui, avoir une monnaie communautaire, parce que nos économies sont tellement faibles que on s'est rendu compte que tout pays avec une économie très faible qui décide de battre lui-même sa monnaie, souvent se met en péril. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut revenir à une monnaie communautaire qui peut être, même au lieu qu'on se soit qu'on ait d'un côté le franc CFA au niveau de l'Afrique occidentale et de l'autre au niveau de l'Afrique centrale, qu'on puisse avoir un franc CFA ou bien quel autre nom que vous lui donnez. Avec les 14 pays, mais qui soit une monnaie sous-régionale qui permet les transactions. Parce que vous savez, quand vous prenez par exemple aujourd'hui le Togo, notre premier partenaire commercial, c'est la zone UEMOA. Hein. Il faut peut-être le dire, les gens ne sont peut-être pas au courant, mais notre premier partenaire commercial, c'est la zone UEMOA. Après, il y a la Chine, et la France vient en 4e ou 5e position. Vous comprenez? Donc, en réalité, ce qui serait intéressant, c'est que nous ayons une monnaie sous-régionale. Et quand nous aurons cette monnaie sous-régionale, elle échappe aussi à notre souveraineté. Parce qu'il faut savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons uniquement battre une monnaie togolaise ou nous voulons avoir une monnaie africaine? Moi, je pense qu'il faut aller à une monnaie africaine. Et quand vous aurez une monnaie africaine, de toute façon, elle va échapper à votre souveraineté. Maintenant, c'est l'arrimée avec l'euro que je trouve, pour moi, ne serait-ce que pour mon orgueil d'Africain, qui a eu son indépendance en 1960, incompatible. Maintenant, après, je trouve que si nous ne faisons pas cette monnaie communautaire, nous allons nous retrouver avec des taux d'inflation qui sont parfois difficiles à gérer. Vous avez vu le cas de la RDC, du Zimbabwe et de beaucoup d'autres pays, même de la Guinée ici, qui ont certes décidé de récupérer leur monnaie, mais après, les économies ne se trouvent pas arrangées pour autant. Il y a une chose qu'on doit... Donc, forcément, du moins, c'est une monnaie communautaire. Pour moi, je pense qu'il faut aller à une monnaie communautaire. Qu'on peut appeler les gars. Moi, hier, je proposais qu'on l'appelle les gars. Parce que, chez nous, en Minas, ça s'appelle les gars. En Naudum, c'est Loubiro, Biancabier, Lidier, je m'en fous, quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais qu'on ait une monnaie communautaire, c'est laquelle, parce que nos économies sont encore trop faibles. Mais après, il y a en tout cas, c'est ECO qui sera le nom qui va attribuer. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une bonne orthodoxie financière, vous allez vous trouver comme on le voit en RDC, en Zimbabwe, dans beaucoup de pays, où on n'a rien de temps en Guinée, où votre monnaie ne sert à rien, on prend une brouette de billets de banque pour aller acheter un morceau de pain. Ça, si vous n'avez pas une orthodoxie financière, si vous n'avez pas une gouvernance, si vous n'avez pas une vraie lutte contre la corruption, vous allez avoir votre monnaie, c'est bien, mais en un rien de temps, vous avez aujourd'hui des pays en Afrique où c'est le dollar qui s'utilise. Parce que les gens comprennent que ça ne sert à rien d'utiliser la monnaie locale et le dollar qui est une monnaie quand même... très fixe et stable. Voilà, donc c'est ça ce que nous sommes en train de dire, qu'il ne suffit pas de dire que sortons du franc CFA. Tout le monde, enfin. Moi, en tant que politicien, je voudrais bien qu'on sorte de cet arrimage-là. Mais l'arrimage ne veut pas dire forcément qu'on supprime la monnaie communautaire parce que nos économies aujourd'hui sont trop faibles. Sont trop fragiles également. Oui, mais quand même, toujours sur le plan international, un problème se pose. Aujourd'hui, pas un problème en tant que tel, mais en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro doit démissionner. C'est le président de la République qui l'a dit au cours de sa rencontre avec la presse il y a 3 jours en Côte d'Ivoire. Écoutez, vous savez, on en parlait tout à l'heure au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous avez été porté comme président avec une majorité et à un moment vous n'êtes plus avec cette majorité, vous démissionnez. Voilà, parce que soit vous ne démissionnez pas et vous vous retrouvez dans une situation de confrontation, ou alors, je parlais tout à l'heure de l'article 15 en ce qui concerne notre règlement intérieur, vous subissez la rigueur d'une motion de censure. Ce qui est, je l'ai dit, très violent psychologiquement et ce qui souvent traduit un problème plus important. Donc je crois qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que si vous avez été porté par une majorité, que vous partagez plus cette majorité, vous démissionnez. L'honnêteté voudra que... Rien ne vous empêche de remettre en jeu votre mandat, si tant est que vous pensez que vous avez suffisamment séduit les députés pour qu'ils fassent abstraction des consignes de parti et qu'ils vous votent en fonction de ce que vous faites. Dans le schéma actuel où Guillaume Soro affiche clairement ses opinions qui sera candidat, est-ce que monsieur Alassane Ouattara ne serait pas tenté également de remplir les points 3e? Le monsieur Ouattara a dit une chose qui m'a paru très importante il y a de cela une année, qu'il était temps que
bon, il a environ 80 ans, qui lâche le terrain pour les plus jeunes. J'espère qu'il honorera son engagement, d'autant plus qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la locomotive de la zone UEMOA et que nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire stable. J'ai suivi quelques éléments de son congrès. Il a beaucoup de fils putatifs qui sont aussi, je pense, qualifiés que lui. Et j'espère qu'il pourra quand même penser à passer les rênes à ses fils. Oui, mais l'autre poids lourd, Laurent Gbagbo, s'il arrivait qu'il soit totalement blanchi dans cette affaire et puis il revient en Côte d'Ivoire, est-ce que M. Alassane Ouattara ne serait pas forcément obligé de briguer un nouveau mandat? Non, je pense qu'on a aujourd'hui un conflit générationnel. Je pense que, vous savez, la Côte d'Ivoire comme le Togo a près de 5% de sa population qui est jeune. Et je crois que tous ces dirigeants-là comprennent quand même qu'il faut passer la main. Je n'imagine pas un Gbagbo revenant voulant reprendre le pouvoir, comme je n'imagine pas Monsieur Ouattara voulant rempiler. Il faut transférer ce combat-là à des plus jeunes qui peuvent le faire avec la même pénétration, avec la même acuité. Ça ne me dérange pas, mais bon, je crois que les Ivoiriens ont compris. J'ai été, vous savez, casque boulé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont compris la nécessité de préserver un climat de paix pour ce pays-là. Nous allons permettre aux auditeurs de pouvoir poser des questions sur le 22 21 80 99. Monsieur Bozambo, vous êtes en ligne avec nous. Allô? Monsieur Bozambo, en direct avec nous, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Bozambo. Ok, bonjour à notre invité. Bonjour, Bozambo. Ok, j'aimerais poser quelques questions. Ce serait très intéressant. Oui, ok. Et j'aimerais poser que nous avons appris que c'est vous qui commandez les gaz lacrymogènes au Togo. Est-ce que le projet est dans votre main maintenant ou bien on l'a retiré? Merci. D'accord. Bien noté, si c'est M. Djeritama qui fait la commande des gaz lacrymogènes. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Jossin. Oui, nous vous écoutons, monsieur Ali. Bon, dis votre invité que on le salue avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Nous sommes de la société civile. Nous avons observé l'élection du 20 décembre dans la région des Savanes. Et nous avons pris acte. Et nous avons fait une déclaration à la radio Victoire. Mais le chef de l'État a offert les 20% des marchés publics aux jeunes et femmes. Mais de lutter pour que ces conditions, la femme passée, un jeune, dit que président des jeunes de quoi là, j'ai posé une question, ma réponse qu'il m'a donnée n'était pas satisfaite. De lutter que ces 20% des marchés publics à l'Assemblée nationale pour que ces jeunes ne pourront pas, aux soumissions d'affaires d'offres, ils ne fournissent pas des cautions de soumission, ni même micro-projet, parce que quand ces jeunes s'envoient, tout dernièrement, le PIS va rentrer plus de 160 lots. Mais ils demandent que la caution, chaque lot, faut donner 100 000 francs de caution de soumission. Les microfinances demandent les titres fonciers. Les jeunes vont trouver ça où? Demande tout ça là. Donc vous interpellez M. Djeritama en tant que député pour qu'il agisse par rapport à cette promesse du chef de l'État. Très bien noté, il vous a bien compris, il va vous répondre dans un instant, M. Ali. Kossi, vous êtes là, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Kossi. Bonjour l'invité. Bonjour. Je vais poser une question là. Et depuis là, on parle de réforme. Depuis là, on parle de réforme. Et jusqu'à ce que l'IFC est rentré avec le ministre pour faire une réforme, mais ça n'a pas pu faire. Les députés qui viennent de partir là, ils sont nommés par les Togolais. Ils ont fait, ils n'ont pas réussi. Maintenant, vous, les députés qui sont venus, et vous pouvez faire notre réforme alors que vous êtes nommés par le gouvernement de venir, vous pouvez réussir notre réforme là. Il s'est expliqué par rapport à la question de la nomination des députés. Il disait que c'est antinomique, mais il va revenir tout de suite s'il pourrait avoir maintenant les coups de franche afin de pouvoir opérer ces réformes et que ce soit à leur actif au niveau de la 6e législature. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Honorable, bonjour. Bonjour. Oh oui, bon, en temps, vous êtes arrivé chez M. Jachin là-bas. Vous avez posé une question, est-ce que vous irez aux élections sans réforme? Vous avez dit non. Mais aujourd'hui, vous avez gagné le pari. Maintenant,
avant vous critiquez les gens à l'Assemblée qu'ils ont augmenté leur salaire. Ils sont partis là-bas seulement pour augmenter le salaire. Aujourd'hui, ça vous profite. Est-ce que vous allez diminuer le salaire là en tant que député là-bas? C'est Pelé qui posait la question par rapport au salaire des députés. Nous allons prendre le dernier intervenant que Messin Haïté nous annonce. Allô? Oui, bonjour, Joachim. Oui, bonjour, monsieur Lawson. Ah. Je salue votre invité. Bonjour. Je ne sais pas si je vais le gratifier d'honorable, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais j'ai beaucoup de respect pour sa personne. Moi, je voulais toucher son côté CFA. Vous savez, on sait que la totalité des migrants ne sont pas partis de la zone franc. Oui. Mais au lieu de dire que je ne suis pas seul, mieux vaut dire que je ne suis pas dedans. Mais je pense que l'Italie a bien vu la chose. Hein, la CFA, je ne vois pas vraiment pour notre indépendance, quoi que soit ce que ça peut nous coûter, de continuer à naviguer avec cette monnaie coloniale désuète. Merci beaucoup, monsieur Larson. Et donc, il vous répond, il apporte son éclaircissement tout de suite. Alors, monsieur Djeritama, mieux vaut dire que je ne suis pas dedans que de dire je ne suis pas seul. Non, écoutez, je dis que moi je suis pour la sortie du franc CFA. Mais je dis que je ne veux pas non plus que nous soyons instrumentalisés dans une bataille de puissance. C'est pas maintenant que l'Italie découvre qu'il y a des migrants. Donc aujourd'hui, ou bien que le franc CFA existe. Et jusqu'à déchirer le franc CFA, c'est une mise en scène tout simplement pour régler leur compte, qui règle leur compte sans nous, tout simplement. Moi je suis pour la sortie du franc CFA. Encore peut-être que je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une orthodoxie financière derrière pour ne pas se retrouver comme des pays qui ont des monnaies ou qu'on prend par valise. Vous avez été un ancien officier supérieur de l'armée togolaise. Officier, c'est pas le terme. Ancien officier de l'armée. Oui. Alors, c'est vous qui achetez les gaz lacrymogènes pour le Togo? Non, c'est une accusation fallacieuse produite par M. Folissachivi, pour qui je continue à réclamer la libération, parce que ça fait toujours bien de parler de Djeritama, mais j'ai jamais fourni d'équipement militaire ni de gaz lacrymogène. Il faut aussi dire que les gaz lacrymogènes sont dans la répression légale des moyens de contrôle de foule. Et que si aujourd'hui je tenais un marché, je le prendrais. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, je n'ai pas ce marché-là. 20% des marchés publics à octroyer aux jeunes, mais la caution exigée est trop forte selon M. Ali, que vous, députés, vous devez y travailler. Non, c'est beaucoup plus. Il faut qu'on trouve des garanties, parce que sur le fond, 100 000 francs pour un entrepreneur, c'est pas excessif. Mais maintenant, c'est qu'il faut trouver un contrôle. Par l'eau, a-t-il dit? Oui, mais c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen pour encadrer, pour accompagner ces jeunes-là. Peut-être par une garantie, que ce soit souveraine, au niveau des banques, pour que les banques puissent libérer ces fonds-là, tout simplement. Mais on va essayer à télé. Là où les autres ont échoué, est-ce que vous allez réussir la 6e législature par rapport aux réformes? On verra. Je vous ai dit, donnez-nous 6 mois pour les réformes constitutionnelles. On verra si dans 6 mois, on fera les réformes constitutionnelles ou pas. En ce moment-là, vous m'invitez ici. Vous demandez à celui qui a intervenu Monsieur Kossi, si on aurait fait les réformes ou pas. Moi, je pense qu'on va le faire plus rapidement même qu'on l'imagine. Vous y croyez? J'y crois fermement. Depuis 2006 à ce jour, les réformes n'ont jamais été... Je vous ai dit que pour la première fois, qu'à mon sens, il y a quand même de bonnes discussions qui ont lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes vont être faites. Alors, M. Djeritama, est-ce que vous allez penser diminuer votre salaire? Disons, les députés? Je ne suis pas en mesure tout seul de forcer à diminuer mon salaire, mais je peux utiliser mon salaire à d'autres fins, des fins humanitaires pour peut-être soulager la souffrance d'autres personnes. Ça, je peux le faire. Et donc là, vous jouissez quand même de ce que les autres ont fait, vous ont laissé, vous ont légué. Je dis, j'aurais été à la place, à l'époque, j'aurais été contre, maintenant que ça existe, je peux utiliser ce salaire-là pour des œuvres sociales. De toute façon, je les faisais d'autre façon, l'avoir de salaire, et donc je pense qu'elle va être amplifiée tout simplement. Alors, M. Djeritama, avant d'être député, vous êtes acteur politique. La coalition encore dans les rues, beaucoup de Togolais encore en détention. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Pour les Togolais en détention, il faut vraiment se battre pour que ceux-ci recourent leur liberté. La croissance dans les rues, vous avez vu quand même que la précédente manifestation n'a pas réellement mobilisé. C'est un signal fort qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire que les frustrations effacées n'existent plus. Elles sont là. Mais je pense que c'est leur mode d'expression qu'il faut revoir. Et je pense que ce signal que le peuple togolais, parce qu'il y a une sorte de boycottite maintenant, c'est-à-dire que le peuple togolais boycotte tout. Et donc je pense qu'il y a un signal qui est en train d'envoyer aux acteurs togolais, à nous de tirer les conclusions. Et donc, on doit compter sur les députés de la 6e législature. Et surtout le groupe parlementaire notre PDP. Merci, M. Jerry Tarandé. Merci. Et c'est fini. Merci. Merci Haïti pour l'accompagnement technique, madame, monsieur. Alors, vous allez retrouver tout à l'heure Jacob Hama, NSI, Nakogo pour le journal La Neve à 13h. Nous serons là, tout comme à 18h. Bonne journée à toutes et à tous.